Comment je me suis sorti de 7 ans d'attaque de panique et comment mes clients font exactement la même chose. La première étape, c'est de changer son hygiène de vie. Ça passe par l'alimentation, par le sport, par l'hydratation, le sommeil, les rituels de sommeil, le temps d'écran, la marche, l'activité intense. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais l'hygiène de vie est cruciale. Pourquoi? Pour avoir plus d'énergie au quotidien. Le fait d'avoir plus d'énergie au quotidien va permettre par la suite, pour les autres étapes que je vais vous présenter, d'avoir plus d'énergie et de pouvoir s'y confronter dans les meilleures dispositions possibles. Il y a un truc hyper important avec l'hygiène de vie, c'est de surtout ne pas l'utiliser en se disant si j'ai une bonne hygiène de vie, je n'aurai plus de crise d'angoisse. Typiquement, ça devient ce qu'on appelle un comportement de sécurité, donc quelque chose que vous allez utiliser pour supprimer vos crises d'angoisse. Et on sait aujourd'hui, la science le montre, que tout ce qu'on essaye de faire pour supprimer les crises d'angoisse alimente en réalité le problème. L'hygiène de vie est vraiment là uniquement pour maximiser votre énergie, vous sentir mieux. Indirectement, grâce à toutes ces petites habitudes, vous allez avoir moins de symptômes physiques, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est de simplement avoir plus d'énergie pour les étapes qui suivent. La deuxième étape que je mets en général en parallèle avec l'hygiène de vie, c'est la rééducation respiratoire. Sans rentrer dans les détails techniques et les termes un petit peu scientifiques, la plupart des personnes anxieuses, moi y compris à l'époque, on respire beaucoup de cette manière. On recherche la respiration qui fait du bien, on a tendance à hyperventiler, à respirer par la poitrine, et justement cette forme de respiration, cette respiration provoque une hyperventilation, et cette hyperventilation provoque tous les symptômes qui vous font peur. La tachycardie, les bouffées de chaleur, la tête qui tourne, la DPDR, énormément de symptômes. Le but de réapprendre à respirer, c'est déjà donc de se sentir mieux parce que indirectement, quand on respire bien, on a plus d'énergie, et de deux, ça va limiter certains symptômes, certaines apparitions de symptômes. Ce qui est hyper important, c'est que quand vous sortez de chez vous, quand vous êtes en dehors de votre zone de confort, vous le remarquez direct. Vous êtes pris par la poitrine et vous avez l'impression de ne pas pouvoir respirer. Cette rééducation respiratoire, elle est là pour ça. Il faut, comme l'hygiène de vie, ne pas l'utiliser en se disant si je respire bien, je n'aurai pas de crise, mais simplement la voir comme une nouvelle manière de respirer, ce qui, indirectement, enlèvera beaucoup de symptômes. Parce que si vous respirez de la bonne manière, vous aurez moins de symptômes. Et on sait que le problème dans les crises d'angoisse, c'est notamment l'interprétation catastrophique des sensations physiques. Le troisième point, et là on entre dans le cœur du travail que je fais avec mes clients et ce que j'ai fait moi pour m'en sortir à titre personnel, c'est ce qu'on appelle l'exposition interoceptive. Donc l'exposition interoceptive, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de reproduire les sensations que vous ressentez lors d'une crise d'angoisse par le biais d'exercices pour vous y habituer et surtout montrer à votre cerveau que ce que vous imaginez en ressentant les sensations ne se produit pas. Typiquement, on va utiliser par exemple des montées de genoux pour reproduire de la tachycardie, on va souffler dans une paille en se bouchant le nez pour reproduire une forme d'oppression thoracique, des fourmillements, peut-être la tête qui tourne, on va hyperventiler pour reproduire justement des bouffées de chaleur, pareil des picotements ou des choses comme ça. Ces exercices paraissent peut-être flippants quand on les expose de cette manière, mais en réalité c'est ce qui fonctionne le mieux scientifiquement parlant aujourd'hui. À force de les reproduire, et ensuite je vous expliquerai dans quel contexte, à force de les reproduire, le cerveau comprend que ces sensations ne sont que des sensations et qu'il n'y a rien de grave qui se produit derrière. La quatrième étape, c'est l'exposition aux situations. L'exposition aux situations, c'est vous allez vous confronter à des situations que vous redoutez, que vous évitez depuis X temps, par le biais de protocoles. Pareil avec l'exposition aux symptômes, c'est pas simplement faire les exercices comme ça de manière isolée. Il y a des protocoles à respecter, des évaluations avant, après. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles vous avez l'impression que ces expositions, dans le meilleur des cas, si vous les avez déjà eues, n'ont peut-être pas marché, c'est que vous n'avez pas eu de protocole précis. La régularité et avoir des protocoles pour effectuer ces exercices, c'est crucial, mais vraiment crucial. Donc pour reprendre sur les expositions in vivo, donc les expositions aux situations, le but, en tout cas c'est ce que moi j'ai fait à titre personnel, et ce qui est recommandé aussi dans la plupart des méta-analyses à ce sujet, c'est de chercher ce qu'on appelle la violation des attentes. La violation des attentes, qu'est-ce que c'est? C'est le contraste entre l'anticipation et ce qui se passe réellement. Typiquement, ce qu'on veut lors d'une exposition, c'est que vous ayez une anxiété d'anticipation de l'ordre de 5 à 7 sur 10. En dessous de 5, c'est trop faible et on n'apprendra pas réellement des expositions. Et au-dessus de 7, c'est traumatique, entre guillemets, et donc ça va plus choquer la personne qu'autre chose. En revanche, avoir une tranche de 5 à 7 sur 10 permet, comme je vous l'ai dit, de maximiser la violation des attentes. Le but, c'est que vous ayez quelque chose comme en anticipation, je dois aller à Intermarché et j'ai peur d'avoir une crise d'angoisse, de faire une crise cardiaque et de tomber dans les pommes. Peut-être que vous aurez une anxiété de 6 sur 10. Et ce qu'on veut, c'est qu'une fois sur place, quand vous allez vous rendre dans le magasin, c'est que vous vous rendiez compte que vous avez peut-être quelques sensations désagréables, que vous avez un peu d'inconfort, mais que ce que vous avez imaginé ne se produit pas. Et une fois sur place, vous êtes peut-être de l'ordre de 3 sur 10 en termes d'anxiété.
C'est ce contraste-là. Anticipation, 7 sur 10. Une fois dans le moment présent, 3 sur 10. Et c'est là que le cerveau apprend le plus. La cinquième étape, ça va être de combiner justement l'exposition interoceptive, donc l'exposition aux sensations, avec l'exposition aux situations. Le but, ça va être ce qu'on appelle de maximiser les contextes. Ça va être de faire les exercices, par exemple, pour commencer chez vous, les exercices interoceptifs à la maison, puis dans votre jardin, puis sur le parking d'un supermarché, puis au cinéma, en étant peut-être passager dans une voiture. Et donc, vous voyez, en même temps, on mélange les expositions aux sensations avec les expositions aux situations. Ce qu'on veut, c'est maximiser les contextes. Vous devez avoir un maximum de contexte pour vous prouver que vous pouvez ressentir ces sensations-là dans n'importe quelle situation et que ce que vous imaginez ne se produit pas. Bien évidemment, là, je rentre pas dans les détails sur chaque point, mais c'est une trame globale que moi j'ai utilisée encore à titre personnel et ce que je fais avec mes clients, ce qui leur permet d'avoir de super résultats. Les témoignages sont sur Instagram notamment, mais c'est la trame générale. Bien évidemment qu'il y a les comportements de sécurité, il y a les protocoles à respecter, il y a personnalisé en fonction de la sensibilité de la personne. Il y a énormément de choses à faire, tout ce qui est aussi en lien avec la thérapie d'acceptation, avec ce qu'on appelle l'affect labeling, j'en ferai une vidéo. Mais tout ça, c'est super important de comprendre que vous allez devoir accepter de l'inconfort sur le court terme pour aller mieux sur le long terme. Donc si vous êtes cadre ou entrepreneur, que vous avez des crises d'angoisse et que vous avez conscience que ces crises d'angoisse gâchent votre potentiel, que ça vous fait louper des opportunités, que malheureusement vous ne pouvez pas passer de moments avec vos enfants loin de chez vous, que vous avez des sensations qui vous font peur au quotidien, n'hésitez pas à cliquer justement sur le lien dans ma bio pour qu'on puisse réserver ensemble une visio gratuite et voir si votre profil correspond à celui des gens que j'accompagne et si mon accompagnement est adapté à votre situation.